Et vous avez fait, me dit ma voisine, la mixité, la parité de vous-même. Donc bravo pour cette table parfaitement mixte. On va faire un petit tour de table pour que vous vous présentiez les uns les autres. On va commencer par vous, Véronique Blanc. Bonjour. Vous avez un micro chacun. Bonjour, bonjour à tous. Véronique Blanc, donc je suis déléguée régionale académique adjointe à la formation professionnelle initiale et continue. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je travaille donc dans le cadre de la région académique avec les 3 académies de Paris, Créteil et Versailles sur la formation professionnelle, et en particulier mes 2 sujets sont la relation école-entreprise et l'apprentissage. Et on en parlera largement. Merci. Bonjour, Bruno Guizot, je travaille à la région Île-de-France, plus exactement au pôle formation et apprentissage, et plus exactement encore à la direction qualification et métiers. Donc, qu'est-ce que l'on fait au sein de cette direction? On travaille donc sur l'achat de formation professionnelle, donc formation professionnelle continue, à destination donc des demandeurs d'emploi via plusieurs dispositifs véhicules, les marchés publics, des appels d'offres, mais aussi des dispositifs un peu plus légers, des subventions effectivement d'actions de formation. Ces formations, enfin ces marchés se font soit des formations présentielles, soit des formations via le e-learning. Les appels à projets sont diversifiés. On a lancé là un appel à projets sur la FEST, justement, puisque ça a été évoqué précédemment. Les formations donc sont à destination des demandeurs d'emploi et recouvrent les formations des branches, donc titre professionnel, CQP, mais aussi éducation nationale, donc CAP, Bac Pro, BTS, licence pro. Et on fera un focus sur le plan régional de formation et quelques-unes de ces dispositifs. Troisième interlocutrice. Bonjour, Christine Clément, donc chargée de mission emploi-formation au GIM, dont il a déjà été bien question. Donc le GIM, c'est le groupe des industries métallurgiques, qui est l'organisation professionnelle des employeurs de la branche métallurgie en Île-de-France, donc qui représente, non pas en nombre d'adhérents, mais en nombre de salariés au total dans la branche, plus de la moitié de l'industrie, donc de l'ordre de 330 000, 340 000 salariés. Le GIM intervient au service de ses adhérents et un peu plus largement sur le champ du droit social, de la promotion des métiers et de l'emploi-formation. Je tiens à préciser que nous avons accompagné le déroulé de cette étude de bout en bout. Merci beaucoup. Quatrième interlocuteur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis David Anglaret, responsable du service développement des compétences à la DRIETS Île-de-France. Alors, la DRIETS, c'est la direction régionale interdépartementale des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités. Pour faire simple, c'est un service déconcentré de plusieurs ministères, ministère du travail, de l'économie, des solidarités pour l'essentiel. On a des implantations départementales, 4 unités départementales Paris Petite Couronne et 4 directions départementales pour les départements de Grande Couronne. Merci beaucoup, qui a remplacé les directs. On commençait à s'habituer. Donc maintenant, voilà, il faut dire, en tout cas en Île-de-France, DRIETS. Merci. Christine Clément, on va démarrer par vous. Comment, dans le cadre de l'étude que vous avez participé à commanditer, il y a un certain nombre de constats qui ont été faits. Quel a été votre rapport d'étonnement sur ces constats-là? Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a bien 2 questions dans la question. Et que l'objectif, et c'est bien souligné dans l'étude, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui sortent de formations qualifiées ou certifiées. C'est-à-dire qu'il faut effectivement travailler sur l'offre, mais il faut également travailler sur la visibilité, la lisibilité de cette offre dans tous les sens du terme, et sur les éventuels freins à la formation, à l'accès et au maintien en formation. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est très clair. Le deuxième point que je voudrais relever, qui a été mentionné, mais qui était un peu une surprise, une bonne surprise pour moi quelque part, c'est les problématiques de territorialisation de l'offre de formation.
d'une part, qui correspond, on va dire plus ou moins à la densité industrielle, effectivement, mais qui est en décalage partiel avec la répartition de la population en Île-de-France. Et ce qui limite forcément, factuellement, l'accès, enfin la cible des candidats potentiels pour rentrer en formation. Ça a rejoint très clairement des remarques, des témoignages, des préoccupations de certaines de nos entreprises adhérentes qui sont à la recherche dans l'Essonne, le Sud 77 ou l'Est 77 de profils, et qu'on peut encourager à prendre des alternants ou des demandeurs d'emploi en formation, donc en stage, et qui, au vu des CV, des adresses d'habitation ou de formation, s'interrogent sur la possibilité effective de faire ça et sur la capacité des personnes à venir tous les jours et dans la durée travailler, ou au terme d'un stage qui peut être assez court, mais à transformer en CDD ou CDI. Donc c'est une vraie préoccupation, et donc j'étais heureuse, je ne sais pas si je suis heureuse, mais enfin intéressée de voir une objectivation de ces points-là. Oui, avec finalement une offre qui est, dont on dit qu'elle est globalement adaptée, mais avec en même temps un certain nombre de zones dans lesquelles elle est très, très insuffisante. Alors tous les métiers ne sont pas concernés de la même manière, il faudrait descendre à la maille des branches, et puis on va le voir, il ne suffit pas que l'offre existe pour que les sections soient remplies. Oui, ça c'est une problématique. On a un certain nombre d'offres de formation. Je regarde Christophe Aufort, qu'elles soient initiales, continues. Et je suis sûre que c'est le cas aussi pour les formations des salariés qui ne sont pas remplies. Certaines le sont, mais certaines ne le sont pas. Donc avec un problème, on va dire, de sourcing pour employer un terme. La distance donc au lieu d'habitation est un élément, mais il y a probablement d'autres freins à ce point-là sur lesquels on pourra revenir. Et encore un mot sur la cartographie, parce que c'est quand même complètement essentiel. Si on veut avoir une idée précise de l'offre, il faut savoir quelle est cette offre. Et aujourd'hui, finalement, le recensement, il est partiel, il n'est pas du tout exhaustif. On recense les CARIFOREF, l'offre de formation en apprentissage et l'offre de formation vers les demandeurs d'emploi. Pas forcément toute l'offre de formation continue, sans forcément distinguer les contrats de professionnalisation, sans qu'on ait une vision exhaustive, alors que on peut se dire que l'idéal serait d'avoir les 3 cartes. Formation initiale hors apprentissage, apprentissage et formation continue. Ce que certains CARIFOREF, d'ailleurs, ont pu faire, et la région Île-de-France... me semble-t-il, est allé là-dessus aussi. Enfin, le CARIFOREF Défi Métier est allé là-dessus pour essayer de fournir. Alors, c'est un vrai enjeu parce qu'il n'y a pas d'obligation pour les organismes de formation de se référencer. Mais on peut penser que déjà la connaissance de cette offre, c'est le préalable. Allez-y, je vous en prie. C'est tout à fait le cas. Donc il y a eu du gros travail fait qui améliore la situation. Vous avez cité Défi Métier. Ce qu'on peut dire sur le sujet, c'est que c'est une offre qui est peut-être lisible, on va dire, pour les professionnels de l'orientation et les prescripteurs, et encore, voire conversation, échange précédent, mais qui ne l'est pas pour dire les familles, les jeunes, les moins jeunes, les demandeurs d'emploi, les salariés. C'est un vrai maquis parfois. Alors ça commence par comprendre le métier, comprendre la formation qui correspond, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes termes. On a pris l'exemple des techniciens de maintenance industrielle. C'est un exercice intéressant de répertorier toutes les formations qui s'y réfèrent, dans tous les référentiels, y compris titre pro et certificat de qualification paritaire, sans parler du reste. Les dispositifs de financement sont également compliqués, de lisibilité. David Anglaré. Donc, monsieur compliqué. Non, je plaisante. Non, par rapport à la mise en visibilité de l'offre de formation, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a parlé, compliqué, je reviens dessus, on a parlé de complexité des acteurs dans d'autres tables rondes. Si on mettait en visibilité l'offre de formation de tous les organismes de formation recensés en Île-de-France, on aurait des dizaines de milliers d'organismes. Donc, est-ce que ça servirait à quelqu'un ?
par ailleurs, l'offre de formation conventionnée par les marchés, je vais pas parler à la place de mon collègue de la région, mais par la région ou par Pôle emploi, l'intérêt, c'est qu'il y a une politique d'achat derrière. Et donc, il y a des sessions, il y a des volumes qui peuvent renseigner le public. Une offre de formation globalement mise en visibilité, il faudrait savoir si elle est disponible, s'il y a des places. S'il y a une activité derrière. Donc je pense que lorsqu'on est sur des métiers identifiés, des secteurs d'activité, ça vaut le coup de faire une cartographie exhaustive. La faire tout le temps, tous azimuts, je pense que ce ne serait pas forcément utile. Ça pourrait perdre un peu les personnes qui auraient accès à cette information. Oui, c'est vrai. Après, il y a des enjeux quand même nationaux parce qu'il n'y a pas d'obligation aujourd'hui pour les organismes de formation de référencer leur offre, même s'ils y ont tout intérêt, parce qu'il y a plein de liens avec d'autres sites qui peuvent être faits. Il y a surtout l'offre certifiante, peu l'offre qualifiante, alors que ça peut avoir un intérêt pour pourvoir des besoins rapidement. Donc voilà, on peut se dire quand même que organiser une cartographie, une lisibilité de l'offre, peut-être par secteur, avec un certain nombre de filtres, permettrait aussi de guider des organismes de formation qui peuvent se poser la question aujourd'hui de est-ce que l'offre est suffisante ou pas, j'identifie un créneau sur lequel éventuellement je veux me lancer, mais voilà, quelle est l'offre alentour, à proximité, et ça peut être aussi, je pense, une aide à la décision. Alors, pour rejoindre ce que disait Christine Clément, pour l'instant, ces cartographies, quand elles existent, elles sont plutôt à destination des publics institutionnels, rarement du grand public, ce qui est peut-être aussi voilà, un autre enjeu à franchir là-dessus. Bruno Guizot, alors, vous disiez conseil régional, achat de formation. Il y a un programme régional de formation qui est pluriannuel. Vous avez construit avec voilà, un certain nombre d'acteurs le programme régional formation-emploi numéro 2, donc pluriannuel pour la période 2022-2026. Il vient juste de démarrer. Il y a eu déjà quelques changements après échange avec les professionnels. Lesquels ? Tout à fait, effectivement. On a travaillé là sur le renouvellement du marché précédent, puisqu'on avait un marché qui couvrait les années 2018-2022. Donc il faut savoir que travailler sur un marché public, c'est s'y mettre un an à l'avance, hein, parce que effectivement c'est lourd, complexe et parfois un peu douloureux aussi, les marchés publics. Donc, effectivement, hein, ça a nécessité effectivement de travailler en amont. Malheureusement, nous n'avons pas pu bénéficier donc, de l'étude de l'OPCO 2I, puisqu'elle est sortie au moment où nous commencions à notifier effectivement aux organisations retenues. Néanmoins, effectivement, on a travaillé à l'occasion de réunions de concertation avec les organismes de formation prestataires du précédent marché, bien évidemment, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils retiraient de l'exercice de cet exercice précédent. Et nous avons aussi sollicité des représentants de la branche, l'OPCO, l'IUMM, Madame Clément était présente aussi. Donc on a effectivement pu échanger sur effectivement leur sentiment des évolutions en termes de compétences, de métiers et de qualifications. Ce qui nous a permis effectivement au niveau de la commande publique, donc d'élargir le champ des filières industrielles touchées. Et nous avons aussi entendu le besoin de monter en termes de niveau. Donc on a effectivement passé des commandes sur des niveaux supérieurs, jusqu'à des BTS, des licences pro. Alors malheureusement pas d'ingénieurs. Je sais que Madame Clément, effectivement, on nous interpellait beaucoup sur les ingénieurs, mais effectivement la région n'a pas matière à financer des formations d'ingénieurs. Vous étiez beaucoup sur de l'infrabac avant, hein, donc c'est un petit... Oui, enfin, c'est pas un changement de doctrine, mais c'est une plus de formations qui sont proposées sur les niveaux Bac plus 2. Voilà, on reste sur de l'infrabac, mais effectivement on est sur des niveaux supérieur. L'étude était en cours quand vous avez élaboré ce programme-là. Il est pour 4 ans. Est-ce qu'il est, c'est toujours le problème avec les programmes pluriannuels, est-ce qu'il est plutôt figé ou est-ce que vous avez la possibilité en cours de route d'ajouter, de tenir compte par exemple typiquement de l'étude et d'ajouter
d'éventuels parcours de formation proposés aux demandeurs d'emploi? Oui, alors effectivement, il se trouve que pour le marché précédent, on a été effectivement sur une période de 4 ans et on ne pouvait pas effectivement, juste au niveau des volumes de formation, des places de formation, on pouvait effectivement faire évoluer le marché. Là, on a voulu adapter ce marché, donc en fait, il est sur 4 ans, mais sur 2 fois 2 ans pour être plus précis. Et on a introduit, alors des choses que je vais évoquer, mais qui ne parlera pas au plus grand nombre, des clauses de réexamen, des marchés subséquents qui permettent effectivement d'adapter l'offre de formation aux besoins effectivement du marché de l'emploi. Alors il y a certaines conditions qui limitent effectivement l'évolution de ce marché, mais effectivement ces clauses permettront d'intégrer effectivement des formations certifiantes notamment ou professionnalisantes que nous n'aurions pas effectivement identifiées. Et ce que je voulais quand même dire, c'est pour ça que effectivement en introduction j'évoquais les autres dispositifs qui sont pour lesquels la région a matière effectivement à répondre aussi à la demande, du type des actions territorialisées, l'action individuelle de recherche vers l'emploi, des outils effectivement qui sont plus légers que les marchés publics et qui permettraient justement de développer une offre de formation là en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc avis aux branches professionnelles de l'OPCO, de cette OPCO comme d'autres OPCO, la porte est ouverte pour des discussions pour éventuellement intégrer un certain nombre de parcours. Alors, après, la difficulté, vous en faites le constat vous-même, c'est qu'il y a certains parcours de formation qui sont remplis, où on refuse du monde, et puis d'autres où vous avez un peu plus de mal à remplir, et il y a parfois des annulations, ce qui pose à nouveau le problème qu'on évoquait dès le démarrage du sourcing des candidats, enfin de l'information, de la valorisation et du sourcing des candidats. Complètement. C'est vrai que là, on est sur un atelier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître le volume d'offres de formation? Moi, j'aurais tendance à dire développer les formations pour avoir un spectre plus large, oui. Développer en termes effectivement de volume de place. Je serais, je ne vais pas dire mesuré, mais en tout cas, je voudrais effectivement mettre en avant une situation à laquelle on a été confronté sur le seul domaine professionnel de l'industrie. Donc sur le marché précédent, nous avons près de 8000 places qui ont été financées. Et la consommation de ces 8000 places, c'est 55%. Ce qui est un chiffre global. Et pour le métier de technicien de maintenance industrielle, celui-là même qui effectivement fait l'objet de tous les intérêts, nous avions une offre précédemment, nous avons renouvelé effectivement cette offre de formation. Mais là, le taux de consommation est de 19%. Donc ça veut dire que vous avez 81% de places de formation effectivement, qui n'ont pas été couvertes. Donc effectivement, ça signifie des cessions, des capacités d'accueil de la part des organismes de formation. La FORP en est un d'ailleurs, puisque c'est un prestataire de la région. Mais voilà, des cessions qui n'ont pas pu ouvrir par défaut de candidats. David Anglaré, alors ça, on a beaucoup parlé du sourcing, mais c'est quoi les pistes qu'on peut essayer de dégager par rapport à ce constat-là? Il faut peut-être sur ce type de dispositif-là, de parcours, avoir une communication qui soit coordonnée et concertée pour mettre le paquet sur des métiers pénuriques avec des parcours, des dates, des propositions et plutôt agir à plusieurs pour mettre en lumière ces places vacantes qui peut-être ne sont pas assez mises en visibilité. J'aurais tendance à dire que quand on est face à un tel paradoxe, un besoin manifestement important partagé par la plupart des entreprises des branches adhérentes de l'OPCO2I, que l'appareil de formation est dimensionné, que les places sont achetées mais qu'elles ne sont pas occupées, il y a plusieurs choses à envisager. Il y a effectivement renforcer la notion de parcours, c'est-à-dire que peut-être que la formation n'est pas le préalable pour aller vers ce métier. Peut-être qu'il faut commencer dans l'entreprise, puis se former ou faire des stages. Mais la formation n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la montée en compétences. Et on raisonne toujours un petit peu comme si elle était extérieure à l'entreprise. C'est-à-dire que la personne se forme, puis elle est embauchée, et puis ça se déroule. Moi, je dis souvent que la compétence ne se réalise qu'en situation de travail. Elle n'est pas un préalable à l'embauche. Que du coup, alors il y a tout ce qui peut être fait autour de l'attractivité
l'attractivité des métiers, les perspectives d'embauche, les perspectives de parcours. Je ne sais pas, nous on est encore plus généralistes que les généralistes. Hein. On a eu une ancienne ministre qui a été citée, Madame Pénicaud, qui disait qu'elle était la DRH de la nation. Je dirige le service développement des compétences en Ile-de-France. Si on doit être DRH de l'Île-de-France, on est 10 pour faire ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette idée d'inscrire la formation clairement dans un parcours d'intégration dans l'emploi. Après, travailler le meilleur moment, à mon avis, il faut le faire avec les entreprises aussi, parce que lors de la précédente table ronde, on a un peu dit alterner le macro, le micro, la bonne échelle d'intervention. On a dit que certaines formations étaient en avance de phase. Je pense que si on cadre un appareil de formation avec la plus grande intelligence du monde par rapport aux besoins exprimés globalement, on sera aussi toujours en décalage de phase. Il y a un moment où il faut aussi que les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles, vous aviez parlé de la prestation de conseil en ressources humaines, je peux un peu développer, nous avons plusieurs pactes avec l'OPCO2I, dont celui-ci. C'est un moment faire prendre conscience que si on a une difficulté récurrente de recrutement, c'est peut-être que les formations ne sont pas au niveau, c'est peut-être aussi que la politique de recrutement doit être révisée et adaptée à la réalité du marché du travail. Donc je ne vous ai pas apporté de solution à votre question, mais j'ai essayé de dresser des pistes un petit peu pour raisonner un peu différemment que formation-emploi. C'est un début totalement pertinent. Bruno Guizot, vous vouliez réagir et puis peut-être après Véronique Blanc. Je voulais effectivement réagir en disant je trouvais très intéressant que la première table ronde se parle justement de la question de l'attractivité du secteur. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur effectivement cette attractivité. Je pense que si on questionne le francilien moyen sur citez-nous les secteurs qui sont présents effectivement en Île-de-France, je pense que l'industrie ne sera pas effectivement forcément citée. Quand vous questionnez effectivement des publics, et ça aussi c'est des retours que j'ai d'organismes de formation qui nous font remonter leurs difficultés. Si vous questionnez sur l'industrie, qu'est-ce que ça évoque, on vous dira c'est la délocalisation, d'une part. Les métiers, quels sont-ils on ne les connaît pas, on ne sait pas effectivement leur contenu. Quand on connaît leur dénomination, je prends des exemples un peu chaudronnier, tuyauteur, est-ce que ça peut motiver? Est-ce que ça ne renvoie pas effectivement à une image passéiste? Quand vous questionnez sur les salaires, les conditions de travail, on vous dira salaire, ce n'est pas forcément formidable, c'est peut-être inférieur au secteur de services, alors que c'est l'inverse. Possibilité effectivement d'évolution professionnelle, c'est méconnu. Donc je pense effectivement, il y a tout ça effectivement à mettre en avant auprès du grand public pour effectivement qu'il sache en quoi consiste l'industrie, quels sont ses métiers, leur présence et leur réalité effectivement en Île-de-France notamment. Je pense qu'il y a vraiment tout ce travail qui est à faire et qui est colossal, mais je pense qu'il faut qu'on s'y emploie. Véronique Blanc. Oui, alors ça ne va pas être très original ce que je vais dire, puisque à l'Éducation nationale, bien entendu, nous sommes conscients de cette nécessité d'augmenter l'offre de formation sur les métiers dont on a beaucoup parlé ce matin. Et on s'y emploie en réalité, mais on retombe sur le problème de l'attractivité. On est prêt à ouvrir des sections et on se rend compte qu'une fois qu'ils sont ouverts, une fois que ces sections sont ouvertes, elles ne rencontrent pas leur public. Bon. Et donc, comment faire pour faire en sorte de communiquer au mieux sur tout ce qu'on dit aujourd'hui, sur, vous le disiez, les résultats de l'étude qui sont particulièrement intéressants. Et une des stratégies qui est mise en place au niveau de la région académique, c'est de travailler au rapprochement école-entreprise avec un certain nombre d'acteurs. Il y a parmi nous au moins 2 représentants de ces acteurs que sont les campus des métiers et des qualifications, qui sont des acteurs qui travaillent sur la carte des formations avec la région et l'éducation nationale. Il y a la mise en place de comités locaux éducation-économie. Dans le cadre de ces comités locaux éducation-économie, sont organisées tout un tas d'actions, des actions donc en direction, bien entendu, des jeunes, parce qu'on pense le plus souvent aux jeunes,
La question des parents est revenue beaucoup. Et dans le cadre de ces comités locaux éducation-économie, puisqu'il s'agit de mettre en place des projets vraiment très locaux. Par exemple, ce soir, il y a le lancement des 8 clés de l'Académie de Paris. 8 clés sur Paris, ça veut dire que les bassins sont vraiment très localisés. Comités locaux éducation-économie, Oui. c'est ça. Alors, avec une difficulté, c'est que ces clés-là existent depuis de nombreuses années. Certaines fonctionnent. Le concept existe depuis de nombreuses années. Voilà. Le concept. Alors, non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que il y a une relance des clés. Il y a une relance des ça. clés. À oui, certains endroits, il y a des des initiatives, des acteurs qui sont mobilisés, etc. Il faut identifier les professionnels qui acceptent aussi de s'impliquer et Tout de à donner fait. du temps dans ces clés. Votre enjeu, c'est d'arriver aussi à changer un peu d'échelle, à systématiser les actions de ces comités, finalement. Oui, tout à fait. Il y a une dynamique à mettre en place et ma collègue du CMQ, Industrie du futur, qui a changé de nom, qualifications. le campus des métiers et des qualifications Industrie du futur, me disait tout à l'heure qu'il y a un clé thématique sur l'Essonne qui a été mis en place. Et récemment... thématique sur l'industrie. Et on est parfaitement conscient à l'Éducation nationale qu'il s'agit d'un enjeu très fort. Et quand vous disiez que les clés, oui, elles existent depuis longtemps, mais par exemple sur Paris, il n'y en avait pas. Sur Créteil, il y en avait très peu. Sur Versailles, il y en a davantage, qui ont fait leurs preuves d'ailleurs. Donc en fonction des territoires, c'est très diversifié. Et donc c'est la raison pour laquelle ça nous paraît, ces derniers mois, on a beaucoup travaillé au niveau de la région académique sur le lancement le relancement ou le lancement de ces clés qui ont connu quand même une période difficile à l'issue du Covid, hein, comme oui. Tout le monde, ça a créé des difficultés. Pendant la pandémie. Alors après, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir un vivier de stages de troisième, d'organiser des visites d'entreprise. Et on sait que les stages de troisième qui avaient été un peu décriés, finalement, c'est parfois quand même un levier pour découvrir des métiers et y faire carrière après. Il y a un autre axe qui commence à être développé et qui est intéressant et qui prend bien, c'est les formations d'enseignants sur site parfois, dans des entreprises qui peuvent les accueillir. Et ça, vous avez commencé à développer ça assez récemment et de manière plutôt massive quand même, hein. Oui, l'idée était nous avons fait à la rentrée là, deux tests importants sur des formations d'enseignants, effectivement dans deux structures, deux entreprises. La première chez Schneider Electric pour les enseignants de lycée de la voie professionnelle, mais aussi des enseignants de lycée de la voie générale technologique. Il y avait à peu près 60% d'enseignants venant de la voie professionnelle, 40% venant de la voie générale technologique, ce qui est intéressant pour justement travailler sur l'orientation et sur l'attractivité des métiers. En particulier, le sujet, c'était, vous en avez parlé tout à l'heure dans une des tables rondes, je crois que c'était la première, sur les heures dédiées à l'orientation. Je crois que c'est Fleur qui en a parlé. On s'est croisés plusieurs fois avec Fleur Bataille. Sur ces heures dédiées à l'orientation, effectivement, c'est intéressant de pouvoir apporter des outils aux enseignants. Et là, ces deux formations chez Schneider, donc pour les profs de lycée, à la Fabrique du métro, pour les enseignants de collège, il y avait une centaine d'enseignants dans les deux cas qui se sont déplacés pour entendre parler de comment on peut les aider à accompagner leurs élèves sur les heures dédiées à l'orientation. Ça, c'est tout récent d'ailleurs, hein, ces deux initiatives. Hein. Ça date d'hier pour la Fabrique du métro et de la semaine dernière pour Schneider Electric, mais évidemment, ce sont des formations qui ont été préparées en amont l'année dernière. Oui, alors qu'il y avait un certain nombre de places, d'ailleurs, toutes ont été prises. Hein. Vous avez une liste d'attente d'enseignants pour s'inscrire et pour essayer de participer à ces événements. Et il s'agit, j'entendais parler d'essaimage, là aussi, il s'agit de s'organiser pour les développer davantage, en fait. Donc, alors c'est peut-être une petite annonce. Si vous souhaitez développer des immersions d'enseignants, des formations d'enseignants, des partenariats pour faire ce genre de choses, la cible des enseignants est quand même une cible intéressante, puisque dans les enquêtes qu'on peut faire auprès des enseignants, ils déclarent que dans les semaines qui suivent une formation, une immersion, ils vont sensibiliser au moins 50 élèves dans les semaines qui suivent.
Donc voilà, quand on sensibilise 100 enseignants, eh bien, derrière, il y a 5000 jeunes qui potentiellement vont être sensibilisés. Avec un outil pratique qui est en train d'être élaboré, c'est un guide de la relation école-entreprise qui permet de donner des outils pratiques aux enseignants précisément. Alors, donc, j'entendais aussi tout à l'heure parler de guide de l'orientation et ça m'intéressera d'avoir, je ne connais pas ces outils. Il y a beaucoup d'outils qui existent, on l'a tous dit, il y a beaucoup d'outils qui existent, vous l'avez dit, beaucoup de choses qui se font dont on n'est pas forcément informé. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que non seulement j'apprends beaucoup de choses, mais en plus, je suis sûre que ça va provoquer des projets. Donc, effectivement, nous aussi, nous nous sommes dit que comme ce n'était pas forcément facile d'entrer en contact avec l'éducation nationale, on va dire au sens large, nous nous sommes dit que ça pouvait être intéressant de créer un guide à destination des entreprises pour leur expliquer comment on fonctionne. Par exemple, la plupart des entreprises ne savent pas que dans chaque académie, il y a une mission éducation-économie qui organise le rapprochement école-entreprise. Donc voilà, par exemple. Et également le pendant. Donc nos enseignants, par exemple, nous avons accueilli ces 200 enseignants récemment, ne savent pas forcément que ces mêmes missions éducation-économie peuvent les aider avec des outils concrets qui sont construits avec les entreprises et les partenaires associatifs. Et Fleur a parlé aussi tout à l'heure des partenaires associatifs qui sont vraiment des facilitateurs entre les entreprises et l'éducation nationale. Donc, nous allons lancer deux guides, deux guides de la relation école-entreprise, un à destination des entreprises et un à destination des enseignants, de façon à rendre visible et à mettre en place des projets de façon beaucoup plus concrète. Et ça, donc, ces guides, nous allons les lancer à l'occasion d'une première université régionale de la relation école-entreprise, auquel, bien entendu, vous serez invités. Qui aura lieu quand ? Le 5 avril. 5 avril 2023. On peut ajouter aussi qu'à l'initiative de certaines entreprises, mais ça pourrait être demain, pourquoi pas, de branches professionnelles, vous êtes parfois sollicité au niveau des différentes académies et du rectorat. Ça a été le cas notamment avec Renault, qui avait une demande très précise, qui proposait des formations en bac professionnel maintenance des véhicules particuliers, qui avait du mal à trouver un certain nombre de candidats. Et du coup, là, l'éducation nationale a été en relais. Alors oui, et c'est aussi l'intérêt de la région académique qui est récente, elle a un peu plus de 2 ans. L'idée, c'est de permettre donc des partenariats régionaux qui vont être travaillés en synergie avec les 3 académies. Et la demande de Renault, par exemple, c'était de pouvoir recruter des jeunes en apprentissage sur les différents territoires en proximité des concessions de leur marque. Donc effectivement, le travail, ça a été de mobiliser sur le terrain les bons acteurs, parce que c'est un des sujets, en fait, trouver, je pense que si vous avez essayé de travailler avec l'éducation nationale, vous avez dû être confronté à ce genre de choses, trouver la bonne porte d'entrée. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que depuis l'année dernière, en termes de contact, nous avons des guichets uniques par académie. On n'a pas d'entrée régionale. Là, on est en mode start-up en région académique, donc on n'a pas encore suffisamment de ressources humaines pour avoir un certain nombre un guichet unique école-entreprise, mais vous pouvez entrer en contact avec les missions éducation économie de chaque académie avec l'adresse école-entreprise@AC Paris ou AC Créteil ou AC Versailles. Donc voilà, c'est un premier pas. Oui. Alors on se dit peut-être qu'en mutualisant les effectifs, vos effectifs, les 10 de la DRETS et ceux du conseil régional qui sont dédiés, en mutualisant, peut-être que là on atteindra le seuil qui permettra d'aller plus loin. Il y a aussi une question qu'on n'a pas évoquée, mais qui est importante par rapport aux sections qui aujourd'hui ne sont pas forcément remplies alors que les besoins sont là. Et ça touche à la territorialisation des formations.
c'est tout ce qui relève des aides à la mobilité, à l'hébergement, au repas, des aides sociales pour des jeunes, des publics en reconversion, des demandeurs d'emploi qui sont parfois loin des lieux de formation et pour lesquels c'est un frein principal. Et c'est probablement, alors dans quelle ampleur, je ne sais pas, mais c'est l'un des facteurs qui explique aussi que toutes les formations ne sont pas remplies. Christine Clément, vous vouliez... Sur cette problématique-là, il y a deux façons de voir les choses. Bon, la première, c'est quand même d'abord de réfléchir à la localisation. Et ça, peut-être, ça va dépendre de l'âge, du niveau de qualification. Mais pour simplifier, peut-être que sur des très jeunes, jusqu'à un niveau bac, bac plus 2, l'offre de formation, souvent, relève plutôt des lycées professionnels et doit demeurer dans ces lycées professionnels ou des CFA de proximité. Mais là, il faut qu'elle soit bien visible, confère discussion précédente. Pour des publics plus âgés ou des formations plus qualifiées ou des choses très spécialisées, là, le déplacement va être presque nécessaire et peut-être plus envisageable. Néanmoins, il est important, dans un nombre certain de cas, de penser à l'accompagnement de la mobilité. L'Île-de-France, c'est un enjeu, la mobilité. Enfin, on le sait tous les jours et pas que en ce moment. Donc là, il y a des enjeux. Ça peut passer par les transports en commun, ça peut passer par le permis. Là, hier encore, j'ai rencontré, c'était un groupe de jeunes. Le jeune qui avait 21 ans, son problème, c'est technicien de maintenance. Je ne trouve pas d'employeur. Ils me demandent tous le permis B. Je n'ai pas le permis B. Bon, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je ne sais pas. Oui. Alors, les OPCO, d'ailleurs, interviennent sur l'aide au permis. La région propose un certain nombre d'aides. Vous me disiez, d'ailleurs, Bruno Guizot, que vous versiez une prime aux demandeurs d'emploi sur les métiers en tension à l'entrée en formation. C'est 1 000 €, ça peut être 1 500 pour les bénéficiaires du RSA, des zones de revitalisation rurale, des QPV. Voilà, aide qui peut-être est connue par certains. Mais on a une vraie difficulté, c'est que d'une région à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes aides. Parfois, on a l'aide du conseil régional, des OPCO, de certaines collectivités qui viennent s'ajouter. Et on a un vivier, un panel d'aides qui sont... Il n'y a pas forcément de bonne lisibilité sur toutes ces aides-là. Donc, peut-être faudrait-il avoir un recensement de ces aides existantes, un guide. Il y a parfois des simulateurs qui permettent d'aller voir quelles sont toutes les aides auxquelles on peut avoir droit, qui permettraient là aussi de battre en brèche certains freins qu'on rencontre. Oui, certes, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment à la région de développer ce genre d'outils. Je vais lâchement me tourner vers la Driets en disant peut-être que la Driets peut faire quelque chose. Mais oui, effectivement, je pense que ça serait judicieux d'avoir quelque chose qui recense effectivement toutes ces informations. Après, voilà, est-ce que ça va... comment faire pour toucher le public ? Parce que c'est ça, c'est toujours là où on est. C'est-à-dire que l'information, la capitalisation de l'information, on le voit effectivement avec Dochelio, ça sert aux prescripteurs de l'emploi. Mais effectivement, après, quid du grand public ? Comment se saisit-il de cette information ? Oui. Et vous avez d'autant plus raison on sait que le sourcing classique, bien souvent, ne suffit pas. Il faut aller chercher d'autres types de publics qui, parfois, sont des publics invisibles, ou par exemple, dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est le non-recours, la non-connaissance des aides et le non-recours. Donc, c'est les démarches d'aller vers qui permettent d'informer. Mais encore faut-il peut-être avoir des outils qui permettent d'avoir une vision complète de ces différentes aides. Oui, alors je vais faire une réponse en deux temps. Je vais faire un peu même réponse qu'en tout début. C'est-à-dire que si on cumulait toutes les aides existantes de tous les acteurs publics-privés, d'abord, il faudrait actualiser ça quasiment tous les mois. Alors, du coup, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut davantage mettre en notoriété, alors en Île-de-France, alors côté Driets, on appuie dans chaque département des services d'appui aux ressources humaines. Donc là, c'est plus une entrée entreprise qui permettent de donner une information de premier niveau sur tout un tas de problématiques. Depuis l'an passé, toutes les DRETS ont recruté des délégués à l'accompagnement des reconversions professionnelles qui sont une ressource humaine en fait,
il y en a 4 dans la salle, qui peuvent solliciter par une entreprise, par un groupe d'entreprises, un réseau d'entreprises, les accompagner dans une démarche, alors globalement ressources humaines, pas que, et faire le lien avec les interlocuteurs pertinents territoriaux ou régionaux. Donc là, on est dans du sur-mesure. On n'est pas dans du grand quantitatif. C'est-à-dire que ce n'est pas l'algorithme qui permet, j'ai une question et j'ai tout de suite ma réponse. C'est pas Parcoursup. C'est pas Parcoursup, non. Je voulais partager aussi quelque chose. Vous avez parlé de la prime métier en tension. Donc ça, c'est une politique qu'on mène alors main dans la main avec la région qui s'appelle le Pacte régional d'investissement dans les compétences. Et là aussi, par rapport aux effectifs... aux effectifs d'entrée en formation, ça existe depuis 2019. Pour donner une idée du volume, c'est un effort conjoint de la collectivité et de l'État autour d'un demi-milliard d'euros par an pour financer des formations à destination de demandeurs d'emploi, éloignés de l'emploi, mais pas que, il y a aussi quelques qualifiés. Et donc là, on est toujours dans le champ un peu, que j'appelle un peu externe à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est sur un public demandeur d'emploi, on le mène aussi avec Pôle emploi, Hubert Larnay. Et avec un accompagnement renforcé en amont, en fait. Il y a l'accompagnement renforcé, il y a du sur-mesure, il y a du préqualifiant, du qualifiant, il peut y avoir etc. Au début, cette politique n'a pas trouvé tout à fait son public et les années 2019 et 2020 sont des années clairement de sous-consommation. C'est qu'à partir de 2022 que ça carbure et qu'on dépasse même potentiellement. Et donc, ça veut dire que l'appareil de formation a eu besoin de temps pour s'adapter. C'est quand même 250 millions d'euros qui ont été rajoutés par année sur ce marché, donc il faut le faire. Par contre, pendant la crise sanitaire, le FNE Formation, avec le relais des opérateurs de compétences, a été considérablement renforcé. Juste une idée de proportion, c'est pas pour dire qu'on a eu beaucoup de sous, parce que c'est l'argent de tout le monde, hein, l'argent public, mais d'habitude, la Driette, ça avait 900 000 euros de budget sur le FNE Formation. En 2 mois, on est passé à 160 millions. D'abord convention régionale avec l'opérateur de compétences, puis nationale. Et ça, en consommation, ça n'a pas posé de problème. Et là, on est bien sur une formation pour des salariés en entreprise, en situation de travail. On a au début, et pour être tout à fait franc avec vous, on est constaté pas mal de formations un peu occupationnelles. Il y avait l'activité partielle, il y avait la sidération de la crise Covid. Donc 17 heures en moyenne. Hein. Au début, le premier FNE, c'était des formations plutôt courtes. Mais ça a augmenté. Voilà, c'est ça. Et donc, on allait vers des compléments de certification, vers des choses un peu plus structurelles. Et donc, à partir du moment où on a développé finalement ces fonds pour des formations de salariés en entreprise, certes, qui avaient une activité réduite à cause de tous les confinements et les restrictions, ça a démarré tout de suite. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce lien aussi, et sortir aussi un peu de cette catégorisation, formation pour des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche d'emploi et formation pour des salariés en poste. Mmh. 2 derniers points à évoquer, et ce n'est pas des moindres, c'est la voie professionnelle et l'apprentissage. Là, je me tourne vers vous, Véronique Blanc, parce que pour orienter un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui font le choix de l'apprentissage pour plein de raisons qu'on peut facilement imaginer, notamment entre autres financières ou de pratiques professionnelles, il faut déjà savoir que l'offre existe. Alors, il y a une voie professionnelle aujourd'hui, on a souvent des statuts un peu hybrides. On peut démarrer en seconde en voie initiale classique et puis prolonger en première en terminale. On ne le sait pas toujours par RaffleNet parce que comme ça démarre par la voie initiale, finalement, on ne sait pas que derrière, il y a de l'alternance. Ça pose la question de la voie professionnelle, de la lisibilité de ces formations. Et vous avez fait partie des 3 experts qui ont planché sur la transformation de la voie professionnelle avec quelques pistes de réforme qui ont été annoncées en septembre. Alors peut-être un mot là-dessus, parce que ça peut avoir des impacts importants pour les professionnels, tous les acteurs qui sont ici présents, de renouveler un peu cette voie-là, mais qui nécessite une plus forte implication des acteurs professionnels. Oui, effectivement, j'ai fait partie des 3 experts qui ont remis en 2017 un rapport donc, à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Et par rapport au sujet qu'on évoque, l'idée était de permettre de mettre en place de l'apprentissage dans la voie professionnelle progressivement, sachant que pour des jeunes élèves de seconde, ce n'est pas forcément évident d'être tout de suite en stage dans vos entreprises
pour vous non plus, ce n'est pas forcément évident de les accueillir, à la fois pour des problématiques d'âge parfois, liées à la dangerosité ou à la maturité, voilà, des problèmes de soft skills, de développement des bonnes compétences pour pouvoir être en apprentissage dès la seconde. Et donc, c'est la raison pour laquelle a été proposé et mis en place de l'apprentissage, des parcours, ce qu'on appelle des parcours en mixité, c'est-à-dire pas forcément que les élèves soient en apprentissage, ils peuvent, mais c'est pas forcé, en seconde, en première et en terminale, mais ils peuvent être en voie initiale, en seconde, et donc faire des stages. Ils peuvent ensuite, en première, pourquoi pas, si ça leur convient, et en fonction des jeunes, ça peut leur convenir, faire donc de l'apprentissage et continuer, si tout se passe bien, en apprentissage en terminale, ou, si ça ne se passe pas bien, revenir sur de la formation initiale en terminale. Donc vraiment la possibilité d'avoir un parcours un peu sur mesure en fonction à la fois des élèves et des entreprises qui les accueillent, puisque les entreprises ont des contraintes également, qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors l'étude parlait de taux d'insertion dans cette voie professionnelle qui était parfois faible, d'où l'idée de la réforme avec quelques pistes. C'est notamment la moitié du temps passé en période professionnelle dans les entreprises, et ça pose la question des terrains de stage qu'on évoquait tout à l'heure, et avec une rémunération. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Pour l'instant, voilà. Mais une piste de rémunération des jeunes, des lycéens, qui serait peut-être pas aussi importante que celle des apprentis, mais qui changerait peut-être aussi un peu le modèle. Et un dernier mot sur l'apprentissage. J'ai regardé les chiffres sur lesquels on a échangé. 300 établissements du secondaire en Île-de-France. Il y a 3-4 ans de ça, il y avait assez peu d'UFA, d'unités de formation en apprentissage. Aujourd'hui, il y a près de la moitié de ces établissements qui ont des UFA, l'objectif étant 100%, et près de la moitié des apprentis sont formés sur des BTS. Quasiment la moitié, et c'est un élément qui, là encore, est peut-être assez peu connu et qui est à mettre en regard avec peut-être des contacts plus réguliers à avoir avec les professionnels pour faire connaître cette offre-là. Effectivement, dans les objectifs de la transformation de la voie professionnelle, il y avait 100% d'établissements qui proposent de l'apprentissage, donc qui mettent en place une unité de formation en apprentissage. Alors ça peut vouloir dire avoir quelques élèves seulement en apprentissage dans un établissement, ou alors en avoir plusieurs dizaines, voire davantage. Effectivement, ce n'est pas facile à faire, au même titre qu'il n'est pas facile pour les jeunes de trouver des stages. Il n'est pas facile pour les jeunes de trouver des contrats d'apprentissage en infra-bac. Il y a eu un fort développement donc, après le bac dans l'enseignement supérieur, et en particulier en BTS, mais avant le bac, et ça reste très, très compliqué. Et donc c'est compliqué de trouver des lieux de stage ou des lieux d'apprentissage. Et c'est compliqué, on le disait à l'instant, d'organiser les emplois du temps lorsque dans une même classe, pour les enseignants, il y a à la fois des jeunes qui sont en formation initiale et des jeunes qui sont en apprentissage. D'où le guide pour leur donner un certain nombre d'outils, montrer des pratiques qui existent déjà, comment organiser un emploi du temps lorsqu'on a un alternant qui est beaucoup plus en entreprise qu'un lycéen sous voie scolaire. Et d'où, donc c'est un nouveau guide, c'est pas le même, ce ne sont pas les mêmes que ceux dont je vous ai parlé, on adore les guides, tout à l'heure. Donc un guide sur ce sujet-là, pour essayer de former les enseignants, c'est toujours la même logique, essayer de former nos équipes, parce qu'on a tendance à produire beaucoup de réformes et pas forcément à former suffisamment derrière. Donc effectivement, il y a ce guide pour les aider, et d'où aussi l'idée de faire en sorte que les stages soient sur un rythme qui est plus proche finalement que celui de l'apprentissage, pour essayer de faire en sorte que ce soit plus facile à gérer pour les chefs d'établissement, pour les enseignants, pour les jeunes également.
Merci beaucoup à tous les quatre pour reboucler nos échanges. 5-6 points clés. Renforcer les relations école-entreprise en activant notamment plus systématiquement les comités locaux éducation économie, constituer des viviers de stage, des visites d'entreprise, proposer aussi d'accueillir des enseignants pour des entreprises en lien peut-être avec les branches professionnelles, nouer des liens réguliers avec les campus des métiers et des qualifications qui ont été cités et qui travaillent effectivement sur l'offre de formation, sur de l'événementiel, qui peuvent être pilotes et coordonnateurs sur ces éléments-là, mener des actions prioritaires autour des formations non remplies auprès des professionnels, auprès des jeunes aussi, définir une cartographie précise de l'offre de formation, initiale hors apprentissage, apprentissage continu. Ça, c'est un sujet qui est valable pour toutes les régions, qui commencent à être travaillées. Et puis ensuite, c'est plus des pistes autour du recensement des aides, logements, transports, repas, aides sociales, avec plus de lisibilité et recensement par rapport aux thématiques qu'on vient d'évoquer, des pratiques déjà existantes pour ne pas réinventer à chaque fois, mais se dire qu'est-ce qui existe déjà et qu'on pourrait dupliquer et avec quels acteurs, s'il y avait un annuaire, se mettre en contact pour pouvoir déployer ces différentes actions. Voilà pour ces quelques points, j'en ai certainement oublié, vous en avez probablement noté vous-même. Merci en tout cas beaucoup pour vos 4 éclairages. Merci.